propose de vous passer la parole en premier lieu pour une vingtaine de minutes. D'accord. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis responsable des opérations à la brigade antidrogue de Charleroi, à la police judiciaire. Et ce travail est très spécifique puisqu'il consiste essentiellement dans la mise en place de dispositifs de filature et d'observation sur des organisations criminelles spécialisées dans le trafic de drogue. C'est-à-dire des gens qui viennent mettre en place sur Charleroi des dealers de rue, des dealers actifs depuis des habitations. Voilà. Et notre rôle est de procéder à des surveillances, des planques. Et donc voilà. À Charleroi, à la brigade antidrogue, nous sommes 16 pour une population d'un petit peu plus de 200 000 habitants, avec une population toxicomane estimée entre 9 000 et 10 000 individus. Les moyens sont mis, nous sommes 16. Pour vous donner une petite idée de ce qui se trame sur Charleroi, on arrête en moyenne entre 100 et 150 dealers par année. Quand je parle de dealers, ce sont essentiellement des dealers de cocaïne et d'héroïne. Ça veut dire qu'avec mon service, à 16, on est responsable d'un tiers de la population carcérale de Jamio. Et on ne fait qu'une goutte d'eau dans l'océan, ça je peux déjà vous l'assurer. Alors il y a une particularité sur les dealers que nous arrêtons à Charleroi, c'est que pour 80% d'entre eux, nous avons affaire à des clandestins, des gens qui n'ont pas de papier, et qui sont issus d'une filière d'immigration organisée. Des organisations criminelles qui sont implantées aux Pays-Bas, en Belgique, sur l'axe que nous appelons, nous, à la brigade des stupes, l'axe nord-sud, c'est-à-dire Anvers-Charleroi. Sur cet axe nord-sud, les organisations criminelles se sont implantées et recrutent de la main-d'œuvre qu'ils vont transformer en dealers de rue. Alors, cette main-d'œuvre dealer de rue, elle vient d'où? Elle vient principalement, et je ne stigmatise pas la région, c'est juste un constat policier. Elle vient principalement du nord de l'Afrique, principalement du Maroc et de l'Algérie. Et quand je parle du Maroc, c'est principalement la région montagneuse du nord-est du Maroc. Je ne sais pas si vous visualisez la carte du Maroc, une région que l'on appelle le Rif, une région montagneuse très pauvre, où il y a beaucoup de criminalité, une situation économique catastrophique, où au niveau des habitations, les gens vivent sur la terre battue, il n'y a pas d'électricité dans toutes les maisons. Bref, les organisations criminelles se chargent de sillonner les villages du Rif et de recruter de la main-d'œuvre, en promettant à ces jeunes, que l'on appelle parfois des MENA dans notre jargon, des mineurs étrangers non accompagnés, donc qu'ils soient mineurs ou majeurs, peu importe, on leur promet un Eldorado. On leur dit, on peut vous faire monter en Europe, on peut vous faire monter en Belgique à Charleroi et on va vous donner du travail. Et on les recrute parfois pour des motifs qui sont très variés. On leur dit, tiens, est-ce que tu es capable de mettre des blocs? Est-ce que tu es capable de peindre? Est-ce que tu es capable de faire à manger? À Charleroi, il y a du travail pour toi. Et donc ces gens quittent leur zone d'origine en pensant venir exercer une profession honnête. Alors, pour se rendre compte un petit peu de pourquoi les organisations criminelles recrutent dans ces pays du nord de l'Afrique, il faut juste savoir quel est le niveau de vie de ces rifins, pardon de le dire comme ça, de ces blédards du nord de l'Afrique, leur niveau de vie dans leur pays d'origine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Cette main-d'œuvre, en fait, elle subsiste dans le nord de l'Afrique avec un niveau de vie qui varie entre 50 et 100 euros par mois. Un autre exemple, un agriculteur dans le Rif gagne à peu près 300-400 euros par an. Et pour votre propre information, le Rif est la principale région du monde qui est notre premier producteur, notre premier exportateur, en tout cas vers la Belgique, de hashish, du produit dérivé du cannabis. La surface au sol dans le Rif qui est utilisée pour produire le cannabis équivaut à la superficie de la ville de Los Angeles. Ça, c'est juste pour votre information. Ensuite, quand cette main-d'œuvre est recrutée dans ces pays d'origine, ces types montent par Algeciras, par l'Espagne, ils arrivent en France, à Charleroi, et je peux vous le dire, et ça découle de 18 ans d'interrogatoire de trafiquants de drogue sur Charleroi, au niveau du Rif, à Enzora ou dans les petites villes du Rif, ils connaissent le boulevard Janson ou la rue de Turenne à Charleroi, qui sont des lieux de deal très importants chez nous. Donc quand ils arrivent chez nous à Charleroi, ils sont pris en main par un autre maillon de l'organisation criminelle qui les installe dans des habitations que l'on appelle, nous, des habitations de type marchand de sommeil. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont des habitations où moi, j'y mettrai pas mon chien. Mais en tout cas, on entasse les gens là-dedans et tout va très bien. Enfin, en tout cas, pour ces jeunes rifins qui viennent du bled, c'est déjà mieux que ce qu'ils ont dans leur pays. Eh bien, ce jeune rifin qui arrive chez nous en Belgique, parfois par des filières clandestines, sans documents, et parfois avec un passeport, qu'ils auront peut-être l'occasion de brûler en arrivant en Belgique, mais ça c'est un autre débat, on n'aura pas le temps aujourd'hui de l'aborder. Quand ils sont mis en place dans ces habitations de type marchand de sommeil,
Le lendemain, un autre membre de l'organisation criminelle se pointe dans l'appartement, en s'adressant à lui, en lui disant « Tiens, t'es arrivé il y a 2 jours, toi. Tu sais mettre des blocs, il paraît. » Et le gars, il dit « Ouais, je suis venu parce qu'on m'a dit que j'allais gagner un peu d'argent ici à Charleroi. » Effectivement, mais malheureusement, dans la maçonnerie, c'était un peu bouché pour l'instant. Donc voilà, que fait le patron de l'organisation criminelle, enfin le maillon de l'organisation criminelle? Il sort un sac de poudre blanche, de la cocaïne, il le met sur la table. Il sort un autre sac de poudre brune, qu'on appelle l'héroïne, il la met sur la table. Et il lui donne un téléphone avec une carte SIM. Et il dit « Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas mettre des blocs, tu ne vas pas travailler dans la maçonnerie. Par contre, tu vas confectionner des petites boulettes de poudre blanche et des petites boulettes de poudre brune. Et le téléphone que tu vois là, tu le prends sur toi, le téléphone va sonner. Et quand ça sonne, tu as intérêt à décrocher. Quand tu décroches, ça va être des clients au bout du fil. Alors les clients, c'est nous qui nous chargeons de distribuer le numéro de téléphone dans tout le réseau de toxicomanes du Grand Charleroi. Les gars, ils vont sonner sur le numéro, tu as intérêt à décrocher. Et quand tu décroches, tu prends la commande. Et tu prépares les boulettes de cocaïne et d'héroïne. Et tu vas en rue, et tu vas livrer, tu vas dealer en rue. Fais attention quand tu sors en rue. Parce qu'il y a des flics en civil qui vont essayer de t'attraper, c'est-à-dire nous. Donc ils vont essayer de te suivre, ils vont essayer de voir ce que tu fais, ils vont essayer de déterminer ton mode opératoire. Et, appelons-le Momo, Momo confectionne quelques boulettes, il met tout dans une petite sacoche banane, il en fait une centaine, et il part en rue faire ses livraisons, et il décroche le téléphone, et il devient ce qu'on appelle dans notre jargon un dealer de rue. Momo fait sur une journée 1 000 € de chiffre d'affaires. Il vend pour 1 000 € de cocaïne et d'héroïne. 1 000 € après sa journée, il rentre dans l'appartement, et le soir, un autre membre de l'organisation criminelle se pointe dans l'appartement et dit « Tiens, Momo, t'as vendu aujourd'hui ?» Et le gars dit « Oui, patron, voilà, j'ai une liasse, 1 000 €. » Le patron, il prend la liasse de 1 000 €, il vérifie, il dit « Ben voilà, ça c'est pour ta journée. » Et il lui donne 100 €. Et le patron remonte en voiture sur Bruxelles ou sur Anvers avec 900 €. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en une journée, Momo gagne ce qu'il a besoin pour subsister dans son pays pendant 1 mois? Dans la CAM, il n'y a pas de jour ouvrable. C'est 30 jours par mois. Momo travaille tous les jours et il fait tous les jours, c'est une moyenne. Il y en a qui font plus. Il fait tous les jours 1 000 € par mois, ce qui veut dire que tous les mois, 27 000 € remontent dans l'organisation criminelle et Momo gagne 3 000 € par mois. Il n'a pas besoin de 3 000 € pour subsister à Charleroi, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ces 3 000 €? Il envoie la moitié par Western Union ou par Money Trans, retour au pays. Vous savez ce que ça fait quand 1 500 € arrivent tous les mois sur un compte en banque au RIF? C'est l'euro-million. Ces Momo, ils pullulent dans nos rues. Et nous montons des opérations de flagrant délit pour essayer de savoir qui ils sont, où ils dorment, et surtout qui sont ces maillons de l'organisation criminelle qui les mettent en place partout. Je dois vous avouer qu'à 16, on fait ce qu'on peut dans une agglomération comme Charleroi. Toujours est-il que tout le monde est surchargé, tout le monde est surmené, parce que les organisations criminelles, une organisation criminelle gère en moyenne entre 5 et 10 Momo. Imaginez l'argent qui remonte par mois. À côté de ça, je vous le disais, voilà, dans 100% de notre temps de travail, des opérations de flagrant délit que nous réalisons, parce que je vous le disais, nous on essaie de suivre ces Momos, savoir où ils dorment, on essaie de prendre des photos, on se planque pour essayer de savoir qui sont ces maillons de l'organisation criminelle qui placent ces Momos dans ces appartements. On essaie de savoir qui vient approvisionner ces types, on essaie de savoir les organisateurs dans quel timing ils se présentent, quels véhicules ils utilisent, quels sont leurs points de chute sur Bruxelles-Anvers. Donc on essaye de travailler pour démonter une organisation criminelle, pour essayer d'avoir devant un tribunal correctionnel, devant une juridiction de fond, une condamnation intéressante. Parce que la loi de 21 nous permet fort heureusement de faire doubler la peine quand on arrive, nous, à prouver qu'un dealer ne deal pas tout seul, mais quand il deal en association. Ça nous permet en tout cas, ça permet au ministère public de requérir le double de la peine. Et surtout, quand dans une organisation criminelle, on arrive à déterminer que dans les 3 cadres qui forment l'organisation, il y en a un qui a pris le dessus, il y en a un qui a la qualité de dirigeant, le procureur du roi peut même requérir jusqu'à 15-20 ans de prison. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais il faut apporter la preuve de ce qu'on avance, et ce n'est pas toujours facile, et ça demande la mise en place de beaucoup de techniques d'enquête très particulières, des méthodes particulières de recherche, comme on appelle ça chez nous, ou des coûts téléphoniques qui génèrent énormément de charges de travail, mais ça, bon, tout le monde s'en fout, ce qui est important, c'est les résultats, et le fait que l'on interpelle des gens et qu'on les place en prison. Ça fait 18 ans, je suis dans ma 19e année au STUP à Charleroi, et il n'y a rien qui change. Que du contraire. Tous les mois,
il y a des vagues de clandestins qui débarquent à Charleroi. Il y a des vagues de blédards qui débarquent. Voilà, on ne sait pas d'où ils sortent, mais... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces bandes de blédards qui sont gérées par des organisations qui se font un peu la rivalité, eh ben, ça se termine par des règlements de compte dans nos rues. Des coups de couteau, des tirs d'armes à feu. On entend ça à Charleroi. Tiens, règlement de compte, encore un cadavre, encore des... Vous pouvez venir manger et boire un verre à Charleroi sans aucun problème. Hein. Je veux juste vous dire que tous ces gens-là, en fait, ils se tuent entre eux. C'est-à-dire, ce sont des rivalités entre bandes organisées, soit entre Marocains et Algériens, soit même entre quartiers différents du Rif, des gens qui sont originaires de villages différents, qui se font la guerre entre eux parce qu'ils se battent pour le trottoir, pour pouvoir vendre leurs marchandises, tellement qu'il y a de la demande à Charleroi. Et donc, ça, c'est un petit peu le contexte difficile dans lequel nous travaillons. Alors, à côté de cela, il y a la toxicomanie, j'entends. Là, je vous ai dressé le paysage Carolo dans lequel je travaille. Il n'y a pas que ça à Charleroi, je vous rassure. Je vous ai dressé un paysage voilà, un peu sombre, un peu mafieux. À côté de cela, il y a la toxicomanie. Ben, à un moment donné, nous, le bourgmestre, il prend parfois un arrêté de police et il dit ouais, tiens, quand il y a beaucoup trop de toxicomanes en rue, ben, tiens, on ferait bien un contrôle systématique des toxicomanes, fouilles, etc. Et vous savez que les policiers ne peuvent pas fouiller les gens comme ils veulent, ils doivent justifier la fouille des gens. Mais parfois, sur arrêté de police, le bourgmestre dit non, fouille systématique des gens, toxicomanie, il faut enlever ça de la société, il faut contrôler. Bah, parfois on le fait, mais honnêtement, j'ai déjà pas le temps de m'occuper de toutes mes organisations criminelles, donc vous pensez que les toxicomanes, moi personnellement, je les considère plus comme des victimes qu'autre chose. Et heureusement, j'en ai quelques-uns qui travaillent avec moi et qui sont même rémunérés pour ça. Et qui me disent qui sont les vendeurs, qui sont les dealers et où ils dorment. Donc ça fait partie des techniques d'enquête. Je ne vous apprends rien, on en parle dans tous les films. Mais ces toxicomanes, quand on les contrôle, et c'est vrai que ça me fait toujours rire quand je vois, quand on nous impose le contrôle systématique des... Pardon, je dis les tox, hein, ça paraît peut-être un peu péjoratif, mais ça fait partie de mon jargon. Quand on contrôle un tox en rue, un tox héroïnomane, vous savez, quand une équipe en uniforme arrête son véhicule, descend et contrôle un tox qui a le profil tox héroïnomane, et qu'il le fouille, et qu'il trouve sur l'intéressé dans sa poche une petite boulette d'héroïne d'1 gramme. Pour votre information, 1 gramme d'héroïne, c'est 20 €. Et quand ils trouvent une boulette d'héroïne sur un tox, qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Ben, ils privent le gars de liberté, ils le ramènent au bureau, ils dressent procès verbal, ils saisissent la boulette d'héroïne, ils font les empreintes, les photos, un interrogatoire avec éventuellement concertation avec un avocat, et puis le toxicomane, il est remis en liberté 2 heures, 2 heures et demie après. Le toxicomane, quand il quitte le bureau, vous pensez qu'il fait quoi? On vient de lui prendre sa boulette d'héroïne. Quand il sort, pour autant qu'il ait encore un peu d'argent sur lui, il retourne chez son dealer puisqu'il est dépendant. Et donc, en contrôlant les toxicomanes en rue et en leur saisissant leur boulette d'héroïne, on ne fait que recréer une infraction, c'est-à-dire en fait, on enrichit le dealer. Première chose, et là je dis quand il a de l'argent, parce que le tox, pardon, mais moi je les croise toute la journée, c'est des types, ils ne roulent pas sur l'or. Ils font un peu la manche, quand ils font la manche, ça va encore, ça c'est pas encore criminel. Mais pour ramasser 20 € pour aller chercher 1 gramme d'héroïne, quand on vient de lui saisir sa boulette qu'il vient d'acheter avec peut-être la manche qu'il a fait la veille ou pendant 4 heures le matin, ben quand vous le laissez sortir du commissariat avec pas un rond en poche, ben il va se faire le premier carreau d'une bagnole où il a vu qu'à l'intérieur il y avait 5-6 € dans la console centrale, il va se faire le carreau pour les 5-6 €. Bah, 5-6 €, il peut déjà acheter une boulette à 0,3 g, c'est déjà pas mal. Donc on va provoquer un vol qualifié. Quand c'est pas un vol qualifié véhicule, ça peut être un vol qualifié habitation. Pour le même prix, c'est votre grand-mère qui est partie faire ses courses avec son sac, il va la bousculer pour lui piquer son sac ou lui piquer sa chaîne ou n'importe quoi. Donc on recrée indirectement, en contrôlant les toxicomanes, on recrée de l'infraction. Ah c'est sûr, on fait des statistiques. Hein. On a fait un procès verbal de détention de drogue, ouais, c'est super. Bah, sur le fond, on n'a rien résolu. Hein. On a juste recréé une infraction. Et donc, je vais me dire, mais on ne peut pas laisser la boulette d'héroïne aux toxicomanes, on ne peut pas faire ça. Non, c'est interdit. Parce que le code pénal l'interdit. Parce que dès qu'un inspecteur de police constate une infraction détention de stupéfiants qualifiée délit dans le code pénal, il est obligé de dresser procès verbal. Il est obligé de saisir la marchandise et de la déposer au greffe du tribunal. On fait des stats, mais on n'arrange rien. Et donc, moi qui suis là-dedans depuis bientôt presque 19 ans, je me rends compte d'une chose, c'est que, en fait, c'est vrai que moi j'ai affaire à des toxicomanes qui sont parfois dans la délinquance, c'est vrai parce qu'ils n'ont pas le choix, mais je vais vous dire un truc. Ces gens-là, toxicomanes et délinquants, ils sont minoritaires. La majorité des gens qui consomment des drogues ne sont pas des délinquants et ne sont pas connus des services de police. Et fort heureusement. Et je trouve ça plutôt bien.
Je connais plein de gens qui consomment des drogues, qui ont une vie sociale, qui ont une femme, des enfants, un CDI, une bagnole, et qui ne commettent pas des vols, qui n'agressent personne et qui ne se battent pas dans les cafés. Il y a beaucoup de consommateurs de drogue qui ne sont pas connus de BNG. On les estime à peu près 70% des gens qui consomment des drogues qui ne sont pas connus des services de police. Et donc, pour une minorité d'entre eux, on applique une loi qui date de 1921. Pardon, mais la loi drogue, elle a un siècle. Hein. On en fêtait son centenaire l'année passée. Une loi de 1921 qui édicte toute une série d'infractions. La détention, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication. Et surtout, une infraction qui est très intéressante, pour laquelle on poursuit parfois les gens devant le tribunal, c'est le fait de faciliter l'usage à autrui. Faciliter l'usage à autrui. On cite des gens devant le tribunal correctionnel pour cette infraction-là. Et je me dis qu'on vit quand même dans une société hyper hypocrite. Pourquoi je dis ça ? Tiens, à Charleroi, comme dans d'autres grandes villes, on a une institution sociale qui s'appelle le comptoir d'échange. Vous savez ce que c'est que le comptoir d'échange ? À Charleroi, ça permet aux toxicomanes qui consomment des drogues en intraveineuse, quand ils ont consommé, je ne sais pas si vous savez, mais acheter un gramme d'héroïne à 20 € ou un gramme de cocaïne à 50 € quand on la consomme en intraveineuse, ça coûte beaucoup d'argent. Et parfois, certains tox ils font ce qu'on appelle pot commun. C'est-à-dire qu'avec l'argent qu'ils ont pu récolter ou voler, ils vont ensemble chez le dealer et ils achètent 1 gramme d'héroïne. Et quand ils ont leur gramme d'héroïne, ils vont dans un parc, ils vont dans un parking, ils vont sur une esplanade quelconque à Charleroi, une plaine de jeu, un endroit un peu retiré où il y a une haie ou un petit banc, et ils font leur petite préparation. Ils font chauffer l'héroïne et ils se font une seringue. Et il y en a un qui prend la seringue et qui met la moitié de la seringue dans sa veine, et puis il la donne à l'autre. Et l'autre, il prend la même seringue et il s'injecte l'autre moitié. Ça, c'est un truc de fou, ça. Et donc, dans un cadre de réduction de risque, et afin de diminuer ce sentiment d'insécurité, parce qu'évidemment, parfois, quand ils ont terminé, ils abandonnent leur seringue là. Et c'est vrai que quand on traverse certains endroits à Charleroi, on se dit, c'est quand même pas bon vivre ici, il y a des seringues par terre et tout, c'est quand même pas bien. Eh bien, dans ce cadre de réduction de risque, et je suis plutôt favorable à ça en tout cas, eh bien, le comptoir d'échange est né à Charleroi. Ça existe dans d'autres grandes villes de Belgique, bien sûr. Ce comptoir d'échange, il fait passer un message. Il dit aux toxicomanes, vous pouvez venir chez nous. Au comptoir d'échange, c'est anonyme, on ne vous demande pas votre carte d'identité. Vous venez avec vos seringues usagées, plutôt que de les laisser traîner ou de la partager avec quelqu'un d'autre. Venez, on va vous donner une seringue stérile à la place, avec un petit Steri-Cup, comme vous avez l'occasion de le voir là-bas au niveau de la cafétéria. Un petit Steri-Cup, c'est-à-dire un petit kit qui permet de consommer en respectant les mesures d'hygiène. Et les gens viennent et ils échangent leurs seringues. Je ne sais pas si vous savez, mais en une année au comptoir d'échange, on échange à peu près 100 et 2000 seringues à Charleroi. Et tous n'y viennent pas. Premier exemple. Le deuxième exemple, c'est développé, et Liège, on a été un des premiers acteurs, se sont développés par exemple sur Liège des salles de consommation. Je trouve ça plutôt pas mal, les salles de consommation. Ça permet d'éviter que les tox aillent consommer autour des galeries commerçantes, la place Saint-Lambert et tout ça à Liège. Plutôt qu'ils traînent dans les rues, on leur dit, venez dans les salles de consommation, c'est un endroit aseptisé, où il y a une présence médicale, où il y a des infirmiers, vous pouvez boire du café, il y a une petite salle où vous pouvez vous injecter en toute sécurité et pour ne pas alerter les gens qui font leurs courses au niveau du shopping. C'est plutôt pas mal. Au niveau des festivals de musique, Dour par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais sur le festival de Dour, il y a une autre institution sociale qui s'appelle Modus, je les salue. Ils ont mis une tente en place qui s'appelle une tente de testing de pilules d'ecstasy. Ça veut dire qu'on permet aux festivaliers, quand ils achètent une pilule d'ecstasy, de venir dans la tente pour tester la pilule, pour voir si elle n'est pas létale, pour voir si au niveau de ses composants, il n'y a rien de dangereux. On teste la pilule et les festivaliers, dans la minute, ok, c'est bon, la pilule elle est bonne, tu peux la consommer. Et ça dérange personne. On cite des gens, pour certaines infractions, faciliter l'usage à autrui, mais quand il s'agit de donner des seringues, mettre un local à disposition, tester les pilules, ça, on dirait que ça arrange. Et donc, je me demande, en fait, où se trouve le législateur là-dedans. C'est quoi le truc ? La loi de 21, est-ce qu'elle n'est pas obsolète ? En fait, on protège ou on cite quand ça arrange. C'est quoi le délire, en fait ? J'ai l'impression je ne sais pas très bien dans quel contexte, je ne sais plus dans quel contexte je travaille. On me demande d'arrêter des dealers, parfois des consommateurs, mais on leur permet d'aller chercher leurs seringues, on leur permet de consommer, on leur permet de tester leurs marchandises. Et c'est prévu, c'est autorisé. Donc, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je monte des opérations anti-drogue, je m'amuse beaucoup dans mon métier, je casse des portes, j'arrête des gens dans leur lit à 5h du matin, on compte de l'argent, on pèse de la coke, on pèse de l'héro, c'est super, j'ai un métier très rock'n'roll. Mais à côté de ça,
Je suis partisan de Stop 21. Stop 21, c'est de faire passer le message, que la loi est devenue obsolète, que le combat contre les organisations criminelles, il est perdu d'avance. Le système est en faillite. Je ne suis pas un grand directeur, je suis un acteur de terrain. Je mène un combat en rue contre les organisations criminelles. Je peux vous dire que le système est en faillite. Je noie la prison de Jamiou avec des dealers qui, quand ils ressortent, de toute façon, pendant les 6 mois où ils ont fait de la détention préventive, ils ont été ce qu'on appelle sur le statut d'inculpé. Et quand on est inculpé, on a accès à son dossier pénal. Et donc, pendant qu'ils sont en prison, ils ont accès au dossier que moi, j'ai monté en amont. Ce qui veut dire que quand ils sortent de prison, ces dealers, ils ont surtout pris conscience des erreurs qu'ils ne devaient plus commettre. Et donc, quand ils sortent, quand ils ont fait de la prison pendant 6 mois, ils sortent de la prison, ils se sont fait les contacts, les ramifications au niveau des établissements pénitentiaires pour avoir contact avec les patrons qui sont déjà en prison et qui leur ont dit, quand tu sors de prison, ne fais pas le petit blédard en rue. Viens chez moi, viens sur Bruxelles, viens sur Anvers, on peut te fournir par kilo, prends des gens, fais-les travailler pour toi. Et, voilà. Et quand le blédard il sort de la prison après 6 mois, il monte d'un cran dans l'organisation criminelle. Et on n'a rien solutionné. Et moi, au bureau, je suis assailli de demandes pour faire des opérations dans tel et tel quartier. Je n'arrive pas à suivre dans les informations que mes informateurs me donnent sur ceux qui vendent de la drogue. Et en plus, j'essaye de donner la priorité sur les dealers qui viennent de sortir de prison, parce que, pénalement parlant, un dealer qui sort de prison, il est sous le coup de la récidive, enfin, ce qu'on nous appelle, il va être récidiviste, donc il va faire front de peine. Pour nous, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un objectif. À partir du moment où on atteint l'objectif, enfin, je parle un peu technique, quand on atteint l'objectif, on déshumanise complètement le truc, mais à partir du moment où j'arrive à attraper le dealer en flagrant délit, le dealer qui sort de prison, je sais qu'il va faire front de peine. Donc ça veut dire que c'est un acteur qu'on ne verra plus en rue pendant peut-être 2-3 ans, alors que la loi prévoit 10 ans. Parce que, pardon, mais si la loi, pour une infraction de base, et la vente de stupéfiants est une infraction de base, la loi prévoit de 3 mois à 5 ans de prison. Concrètement, dans la moyenne des décisions de justice pour les dealers qui sont pris pour la première fois en flagrant délit à Charleroi, ces dealers, quand ils sont pris, outre leur garde à vue de 48 heures, ils sont présentés à un magistrat instructeur dans les 48 heures, qui les met en détention préventive, et ils vont en détention préventive pendant, en moyenne, 6 mois. Au bout des 6 mois, ils passent devant une juridiction de fond, le tribunal correctionnel, où là, il y a la réponse judiciaire, on va dire définitive. Et la réponse judiciaire, quelle est-elle? C'est 18 mois de prison. 18 mois de prison, avec un sursis de 5 ans, pour ce qui excède la détention préventive. Ce qui veut dire que mon petit blédard, mon petit Momo, qui vivait sur la terre battue dans son pays, on vient de lui faire purger 6 mois de prison dans un hôtel 4 étoiles, all-in. Il sort de prison après 6 mois, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Pardon, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de faire 6 mois de prison? Et quand il sort, il monte d'un cran dans l'organisation. Je dis juste que la loi de 21 est dépassée. Il faut légiférer autrement. Il faut à la limite, c'est pas la limite, moi je suis convaincu que ça peut marcher, puisqu'il y a un autre pays en Europe qui l'a déjà fait. Il faut dépénaliser toutes les drogues. Il faut mieux réglementer les drogues. Si vous réglementez mieux les drogues, vous retirez ce produit qui est actuellement aux mains des organisations criminelles et vous mettez ça en vente libre, comme l'alcool, qui, pardon, est beaucoup plus addictif que l'héroïne. J'ai fait le tour. Je vous remercie.